Bonjour, alors moi c'est Blandine Canu, je suis en retraite depuis 2 ans. J'ai une carrière infirmière dans plusieurs endroits et j'ai terminé cadre de santé dans un service de pédiatrie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé d'être infirmière ? Je pense que déjà quand j'étais jeune, j'avais un truc qui m'avait frappé, c'était un missionnaire qui était venu à l'école et on avait fait un bol de riz pour des petits Africains. Et je ne sais pas pourquoi, je m'étais toujours dit, un jour j'irai moi aussi, pas comme missionnaire, mais pour faire quelque chose là-bas. Et est-ce que c'est ça qui a fait que je suis devenue infirmière ? En fait, je voulais être sage-femme. J'ai malheureusement pas été prise au concours, donc j'ai fait infirmière en me disant je ferai sage-femme après. Et je suis restée infirmière, et je pense que ça s'est très bien passé comme ça. Tu peux nous raconter un peu les premières actions que tu as pu faire en tant qu'infirmière une fois que tu étais diplômée ? Alors, une fois diplômée, j'ai voulu... je pensais déjà à Médecins sans frontières, enfin l'humanitaire. Donc, j'ai commencé dans un service de cardiologie et réanimation, en me disant c'est là que je vais m'aguerrir de l'urgence, parce que je savais que là où j'allais partir, il faudrait être efficace. Donc, j'ai travaillé 2 ans et demi à l'hôpital de Lille en cardiologie. C'est très formateur parce qu'arrivent là tous les gros cas de la région. Et donc, c'était un service très intéressant, très technique, mais avec une équipe très bien et surtout un chef du service qui nous formait. Donc voilà, j'ai fait 2 ans et demi là, je pense pour me rassurer quand il y aurait des urgences, est-ce que je saurais faire face. Et après, je suis partie dans l'humanitaire. J'ai d'abord voulu me former, parce qu'à l'école d'infirmière, on n'est pas du tout formé à la médecine tropicale. Donc j'ai commencé un diplôme à la faculté catholique de Lille pour les médecins et surtout pour les infirmières, pour la médecine de santé publique sous les tropiques. Ça m'a un peu dégrossi sur toutes les pathologies tropicales qui n'existent évidemment pas chez nous. Et à cet endroit-là, j'ai rencontré des gens qui étaient déjà sur Médecins sans frontières, qui travaillaient déjà avec eux. Donc j'ai rencontré l'association, vu un peu comment ils travaillaient. Ça m'a tout à fait plu parce que c'était non gouvernemental, c'était pas religieux parce qu'il y a quand même pas mal de dispensaires religieux. Moi, c'était pas du tout mon truc. Puis je suis montée sur Paris pour assister un petit peu à des conférences et rencontrer l'équipe de Médecins sans frontières. Et donc j'ai décidé de partir avec eux. Et donc en quelques mois, il faut être prêt parce qu'en fait, ils vous appellent un peu du jour au lendemain. Voilà, il y a une mission à tel endroit, on vous envoie là-bas. Donc je me suis préparée et je suis partie en janvier en Thaïlande, dans les camps de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise. C'était en quelle année ça ? C'était en 82, en 1982. Et je suis arrivée donc dans un immense camp à la frontière qui s'appelait Nong Chan, où il y avait, je ne sais plus, mais ça devait être 20 ou 30 000 réfugiés. Et on était vraiment à la frontière, et donc avec des consignes de sécurité, des gens qui entraient, sortaient. Et on travaillait évidemment avec le HCR et toutes les grosses organisations internationales. Donc moi j'étais responsable d'un des dispensaires du camp. Et je faisais aussi les transferts de blessés vers la Croix-Rouge, qui elle avait une antenne chirurgicale au sein de la Thaïlande. Moi j'étais sur le No Man's Land. Je suis restée là-bas 8 mois. Bon, quand même assez difficile, puisque beaucoup de bombardements, beaucoup de blessés, beaucoup d'amputés, puisqu'il y avait les mines antipersonnelles et des gens qui sautaient sur les mines, qu'on allait récupérer, qu'on amenait dans les antennes chirurgicales. Et puis, dans le camp, beaucoup de femmes et enfants, puisque les hommes étaient au combat. Il y a eu des jours où on arrivait, on n'était pas là la nuit, il y a eu des jours où on arrivait, où il y avait eu des bombardements la nuit, et je veux dire qu'on allait ramasser les blessés. Donc voilà, psychologiquement, c'était quand même assez... C'était la guerre, quand même. Les Vietnamiens n'étaient pas loin, il y avait encore des bombardements. Voilà, je suis rentrée au bout de 8 mois. Enfin, non, même pas, je suis rentrée au bout de 2 mois parce que je me suis chopée une hépatite virale. J'ai été hospitalisée à Bangkok, rapatriée en France. J'ai évidemment laissé toutes mes affaires là-bas parce que je savais que je voulais revenir. Et au bout d'1 mois, je suis repartie. Et j'ai refait mes 6 mois. On partait pour 6 mois de mission.
Est-ce que tu peux raconter un peu comment tu te sentais justement là-bas? Tu te rappelles de quelles émotions te traversaient, du positif comme du négatif? Bah, c'est quelque chose de très fort qu'on vit là-bas. Alors là, on se sent vraiment utile. Beaucoup, beaucoup d'amitié avec les réfugiés. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à partir. Et quand je suis montée dans la voiture et que je suis partie, c'est mis à pleuvoir et tout le monde m'a dit c'est le ciel qui pleure, donc c'est bon signe. C'est une chose dont je me souviens. Après, oui, quand on revient, par contre, c'est très dur parce que la vie est fade face à ça, surtout au niveau professionnel. Et on est révolté de ce que nous, on peut avoir et de ce qu'eux n'ont pas. Il y a des gens qui vivaient dans les camps depuis quand même très longtemps. Des familles séparées, j'ai vu beaucoup de blessés, j'ai vu pas mal de morts. Et surtout aussi une médecine qui évidemment n'est pas la nôtre, de base. On ne peut pas tout soigner. On avait ouvert pour la tuberculose. Mais en fait, en même temps, il ne faut pas faire venir tout le Cambodge au camp de réfugiés. Donc, des stratégies de soins qui sont difficiles à accepter parce que il y a toute la situation de guerre, la situation politique, et on ne peut pas... on travaille aussi pour MSF et on fait ce qu'on nous demande de faire. On ne travaille pas pour l'individuel là-bas, on travaille pour le collectif. Donc ça, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on ne soigne pas comme on soigne en France. Chez nous, on a notre système de santé, on a tout ce qu'il faut. Là-bas, on n'avait que les 100 médicaments de l'OMS. Et évidemment, on ne soignait pas toutes les pathologies qu'on peut soigner en France. Beaucoup moins de possibilités. La radio était loin. Les médecins travaillaient beaucoup avec la clinique et pas les examens. On avait un peu d'examens de laboratoire, mais pas beaucoup. Donc c'est de la médecine de masse, c'est pas de la médecine collective. Et ça, c'est la première fois que je voyais ça, et c'est difficile au début d'accepter, mais en même temps, on ne peut pas faire autrement. En tous les cas, à l'époque, c'était comme ça. Quand tu rentres en France avec cette frustration, avec cette colère peut-être, comment tu gères ça ? Eh bien, tu te dis que tu vas repartir. Donc, au retour de Thaïlande, je suis partie à Anvers faire un diplôme de médecine tropicale, médicale et paramédicale, beaucoup plus poussé que ce que j'avais fait à Lille, où j'ai approfondi mes connaissances. Et suite à ça, je suis repartie avec Médecins sans frontières. Et là, je suis partie dans le sud du Soudan pour une situation différente. En fait, on avait un hôpital où on soignait les gens, évidemment les Soudanais. Et on avait des camps de réfugiés ougandais, les Ougandais qui avaient fui Amin Dada l'année précédente, qui s'étaient réfugiés au Soudan, et on avait des antennes dans ces camps de réfugiés. Donc là, j'y suis restée 8 mois. Donc là, c'était pas la guerre, mais c'était la famine, le sous-développement, le manque de médicaments, le trafic aussi de médicaments, puisque dans la ville où j'étais, il y avait notre hôpital, mais il y avait une clinique qui évidemment récupérait une partie de nos médicaments pour les mettre dans la clinique. Enfin bon, voilà, c'est autre chose. Et beaucoup de malnutrition. Là, le souvenir le plus fort que j'aurai de ce petit séjour au Soudan, c'est quand j'ai fait un rapatriement de réfugiés chez eux. C'est-à-dire que le HCR, je pense que la situation s'était améliorée en Ouganda et les gens pouvaient commencer à rentrer chez eux. Et donc, on a fait un transfert de réfugiés. On était, une quinzaine de camions. Et nous, l'équipe MSF, on a participé pour avoir une antenne médicale. Et on a ramené chez eux, je ne sais pas combien, de centaines de personnes. Donc avec évidemment des gens qui étaient malades, des femmes enceintes, prêtes à accoucher. Donc c'était un peu le gros challenge de partir 2 jours dans des camions avec les femmes, enfants, quelques hommes et les bêtes, puisqu'ils avaient aussi des animaux, de passer la frontière et de les amener jusqu'en Ouganda. Quand on a passé la frontière, tous les camions se sont arrêtés et tout le monde a hurlé de joie. C'était la folie. Et arrivant en Ouganda, ils étaient récupérés ils étaient accueillis par le HCR,
dans des grands hangars. Donc le HCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Et donc ça, c'est rattaché à l'ONU, hein, c'est ça? C'est ça, qui chapeaute tous ces camps de réfugiés, et voilà. Et donc là, on leur a distribué de quoi se réinstaller, et je pense que chacun est reparti, soit là où il habitait, soit s'est retrouvé un lieu. Ça, c'était très fort parce que ils nous ont remerciés, on a eu des discours, enfin c'était émouvant. Ça, c'est le plus beau souvenir que j'ai de ce passage au Soudan. Il y en a bien d'autres, évidemment, mais ça, c'était très fort. Et toi, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De la joie, et puis du bonheur pour eux, parce qu'ils étaient tellement contents de rentrer chez eux. Et du soulagement que le voyage se soit passé sans problème, parce qu'une femme a failli accoucher sur la route. Finalement, elle a accouché en arrivant. Ouais, la joie d'avoir réussi de faire ça, c'est un peu irréel. Quand on vit en France tranquillement et qu'on vit des choses comme ça paraît un peu irréel. Mais un grand bonheur. Qu'est-ce qui te poussait comme ça à partir et à t'investir autant? Peut-être l'aventure, une façon de travailler complètement différente, parce qu'en France, une infirmière, surtout à l'époque, était quand même, on va dire, au service du médecin qui faisait ses prescriptions, et pour qu'il fallait faire ses prescriptions sans réfléchir. Là-bas, j'étais beaucoup plus autonome, avec d'autres responsabilités. Je travaillais bien évidemment avec une équipe médicale, mais je pense que c'était épanouissant au niveau professionnel, très épanouissant au niveau personnel. Je crois que j'avais besoin de ça à ce moment-là, de me rendre utile, d'être reconnue, plus au niveau professionnel qu'en France. Et d'ailleurs, le retour en France est difficile, parce que quand je suis revenue, c'était maintenant qu'est-ce que je fais, où je continue, mais je rêverais peut-être plus à m'arrêter. D'ailleurs, j'ai des amis qui ne sont pas arrêtés, qui sont toujours MSF. Maintenant, ceci dit, elles ont eu une carrière aussi très intéressante. Moi, j'ai décidé de rester en me disant je ne veux pas continuer toute ma vie à voyager et à faire de l'humanitaire. Je veux aussi me poser. Mais il fallait trouver une façon quelque chose qui me plaise pour rester. T'es partie, t'avais quoi, peut-être 25 ans, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense que c'est assez inimaginable pour la plupart des gens de partir dans un pays en guerre, seul, plus ou moins, et ça pourrait avoir l'air terrifiant. Moi, ça me fait un peu penser à l'interview que j'ai faite de Grada Hatem dans l'épisode 5, qui disait, pour se lancer dans un projet comme la Maison des Femmes, il faut être un peu inconscient. Est-ce que tu penses que t'étais inconsciente du danger, en tout cas? Oui. C'est ça qui t'a permis de partir? Complètement, besoin d'aventure, besoin de quitter mon train-train, et puis complètement confiante dans MSF, parce que je savais quand même que c'était des gens très sérieux qui font pas n'importe quoi. On était très très bien entourés, on vivait pas sur le camp, on vivait à l'intérieur de la Thaïlande. On avait une antenne à Bangkok, alors on n'avait pas internet à l'époque, on n'avait pas de portable, tout se faisait avec nos fameux talkie-walkie là. Et non, je me suis jamais sentie en insécurité. Par contre, je voyais autour de moi des choses horribles. Il y avait dans ce camp, comment on va dire, une entraide entre eux. Il n'y avait pas un enfant abandonné, un enfant qui avait perdu le père puisqu'il était parti au front, et la mère parce qu'elle avait pu mourir d'une pathologie, ou voilà. L'enfant était recueilli par une autre famille. Enfin, j'ai pas vu du tout d'abandon. Il y avait une solidarité entre eux parce qu'ils vivaient ça depuis très longtemps. Ils avaient eu Pol Pot, maintenant ils avaient les Khmers rouges, ils avaient les Vietnamiens. Tout ça aussi, c'était quand même ahurissant de voir ce que nous, en France, on est quand même beaucoup plus individualiste, et de voir cette union entre eux et cette entraide, ouais, c'était quand même quelque chose d'assez fort. Donc tu dirais que tu en as tiré des leçons? T'as des choses qui te sont complètement. Quand je suis revenue, j'étais plus du tout la même. Quand on revient de 2 ans de travail comme ça, où on a vu la guerre, la famine, le manque d'eau. Moi, la première chose qui m'a choquée quand l'avion a atterri, c'était l'été, quand je suis revenue d'Afrique.
Bah, les gens qui lavaient leur voiture avec un jet d'eau, on arrosait la pelouse avec un jet d'eau. Moi, en Afrique, on allait chercher l'eau au puits, à dos d'homme, et on économisait notre eau. Donc oui, il y a des choses quand on revient qui nous révoltent. Quand le Français râle parce qu'il n'a pas eu son RTT auquel il avait le droit, ou enfin, je sais pas, plein de choses qui paraissent tellement futiles par rapport à ce que j'avais vu. Oui, on revient complètement transformé, c'est évident. Quelles sont du coup ces valeurs que tu as gardées et qui te guident? Bah déjà qu'on est tous égaux, tous les êtres humains, hein, quelle que soit la couleur de la peau et l'origine, qu'on a tous le droit aux soins, puisque j'étais infirmière et que c'était mon but premier, c'était soigner les gens. Puis la paix après. Hein, Je ne supporte plus un conflit, que ce soit un conflit de guerre ou un conflit entre des personnes. Oui, on revient complètement transformé. À mon travail, je travaillais pas comme avant. Pour moi, le métier d'infirmière, c'est évidemment du soin technique, mais c'est un support pour faire du soin relationnel avec mon patient. Avant tout, c'était entrer en relation avec un patient, essayer de comprendre son mal-être et de l'aider, et en même temps faire un pansement ou une injection, puisque c'est ce qui nous fait rentrer au départ dans une chambre d'un patient, mais moi c'était mon but ou ma façon de travailler, c'était plus humain. Comme si la technique c'était un peu un prétexte. Tout à fait. Pour créer une relation. Tout à fait. Et finalement le soin il est basé sur la relation. C'est ça, ouais. Chose que malheureusement on n'a pas toujours le temps de faire, mais moi j'essayais de prendre le temps. Et au lieu de boire un café pendant 20 minutes, je le buvais 5 minutes et le quart d'heure qui me restait, j'allais le passer auprès d'un patient qui avait besoin de moi, ou je savais qu'il n'était pas bien. Donc oui, moi, mon plus gros travail, ça a été ça, c'était du travail relationnel. Une fois que tu es rentrée de tes voyages humanitaires, avec du coup toutes ces valeurs en tête, toutes ces réflexions, qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Alors, j'ai d'abord fait un peu d'intérim libéral, puisque c'était pour me remplir mes poches, ce que je faisais de temps en temps depuis un moment. Et puis, j'ai trouvé à Lille une association de quartier qui faisait du maintien à domicile de personnes âgées et de personnes en fin de vie, et qui avait des valeurs humaines, mes valeurs humaines. Et donc j'ai travaillé avec eux et j'ai réussi à faire un mi-temps dans cette association où on travaillait en équipe. Et mon autre mi-temps, je l'ai fait à la fac pour faire des études de sociologie dans le but de faire de l'ethnologie. Qu'est-ce que tu recherchais dans ces études de sociaux ? Eh bien, de comprendre peut-être un peu les différentes sociétés que j'ai pu rencontrer, que ce soit en Afrique, en Thaïlande, m'ouvrir un peu sur la politique, sur l'économie, que les études infirmières, c'est médecine, point barre, et j'avais besoin de comprendre d'autres choses. Donc j'ai fait un DUG de sociologie en 3 ans. Donc ce serait une licence aujourd'hui ? Non, la licence, c'est... Moi, je l'ai fait en 3 ans. Non, j'ai fait 2 ans en 3 ans. Ah, ça aurait été... Parce que je travaillais en même temps et... Ça aurait été un peu comme un L2. C'est ça. Ouais. Et après, j'ai démarré la licence d'ethnologie, mais que je n'ai pas validée. Parce qu'à ce moment-là, j'avais rencontré mon mari, j'ai eu un bébé, et là, je me suis dit, je ne peux plus tout gérer. Donc, j'ai arrêté mes études. Et qu'est-ce que tu as retenu quand même de ces 2 ans et demi, 3 ans de socio et d'ethnologie ? Ça m'a ouvert l'esprit sur l'économie, sur les sociétés, les différentes façons... les différentes... différents types d'organisations. Voilà, c'est ça, type d'organisation. Les sociétés où sont plutôt les femmes qui dirigent, qui mènent, ou les hommes. J'ai essayé de comprendre un petit peu, parce qu'en Afrique, j'ai aussi vu un petit peu de... On va pas dire sorcellerie, je sais pas le mot, mais un petit peu quand même de vaudou, et j'ai essayé de comprendre aussi. C'était mon but aussi dans l'ethnologie, c'était de voyager, puis de continuer à découvrir toutes ces choses-là. Bon, j'ai arrêté, je regrette pas. Mais oui, la fac de sociologie m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Dans les valeurs qui te guident, il y a quand même aussi beaucoup de curiosité. Complètement.
Bon, et donc, t'arrêtes tes études de sociaux et donc tu as ta première fille et ensuite. Et ben ensuite, on quitte l'île et on arrive sur Berck, sur la côte d'Opale, où là, j'intègre l'hôpital. Alors avec beaucoup de difficultés puisque j'avais pas fait de l'hospitalier depuis un certain temps. J'en fais part à la personne qui me reçoit et elle me met dans un service de rééducation où je réintègre tout doucement la hiérarchie hospitalière, le travail d'équipe, les tâches techniques. Je m'y sens pas trop bien. Et là, un anesthésiste voit mon CV, je ne sais pas par quel hasard, et veut me prendre en chirurgie. Donc je finis par atterrir en chirurgie, où là, évidemment, la charge de travail est différente. Mais où pour supporter, on va dire, l'esprit d'équipe médicale qui n'est pas évident, et ben, je me lance dans la formation douleur, parce que je trouve que les patients ne sont pas soulagés et qu'il n'y a pas que le médicamenteux qui peut soulager la douleur. Et du coup, je me lance dans le CLUD, qui est le comité de lutte douleur de l'hôpital. Je fais la formation douleur et j'essaie tout doucement d'intégrer des nouvelles choses pour prendre en charge la douleur des patients, parce qu'en chirurgie osseuse, là où je travaillais, c'était vraiment très très fort. Les patients ont très très mal. Et les médecins, à part nous prescrire des médicaments qui ont évidemment leurs limites, il n'y a rien d'autre. Et au niveau infirmier, on n'a aucune autonomie. Tout est dépendant des prescriptions. Et moi, ça ne me va pas, parce que je n'ai pas travaillé comme ça. Donc j'essaie de trouver un palliatif, et ce que je trouve, c'est ça, c'est de me lancer dans la formation douleur. Donc là, on en est à ta 4e, 5e formation, je sais pas. Je sais pas, j'ai perdu le compte. Et t'as quel âge à ce moment-là? Bon, je sais pas, je dirais que j'ai une 40aine d'années. Oui, peut-être. J'ai déjà travaillé pas mal en chirurgie et oui, j'intègre cette formation avec un petit diplôme à la fin et je me stresse parce que je veux absolument l'avoir, parce que mes enfants à cette époque-là sont aussi à l'école et me disent « Maman, il faut que tu aies ton diplôme. Hein. » Donc je révise et je l'ai évidemment. J'ai mon certificat. Et je commence à aller à des congrès douleurs, à me renseigner sur ce qui se fait ailleurs. Et j'avance tout doucement dans ce que j'ai envie d'amener dans mes soins et dans ma prise en charge des patients douloureux. Une des premières choses que je fais, c'est de travailler avec de la musique, puisque j'avais vu des gens à des congrès qui faisaient des soins en musique et qui disaient que déjà ça diminuait le cerveau s'il s'en va sur de la musique relaxante, pense moins à la douleur et donc je commence à faire mes soins en musique. Alors ce qui plaît moins au reste de l'équipe, mais qui plaît bien aux patients. Donc quand je m'en vais faire un pansement, moi ça dure pas 5 minutes, ça dure au moins un quart d'heure, 20 minutes. Parce que je mets la musique tout bas, on parle très bas parce que ça apaise. Et je fais mes soins et les gens en réclament. J'apprends aussi, je fais en parallèle une autre formation, infirmière clinicienne à Paris, qui est chapeautée par une universitaire. Et où on touche un peu à tout. Alors on fait un peu de sophrologie, on fait un peu de relaxation. On apprend l'écoute, on apprend la prise en charge globale d'un patient. C'est-à-dire, un patient, il arrive là à l'hôpital, mais il a un vécu, il a un passé, il a un présent, puis il va avoir un avenir. Et je ne le soigne pas là tout de suite, seulement maintenant, là où je le vois, mais j'essaie de comprendre ce qu'il a vécu avant et j'essaie surtout de comprendre dans quelles conditions il va rentrer et ce qu'il va vivre après. Et donc là, ça commence à me parler beaucoup, d'avoir une prise en charge beaucoup plus globale du patient et pas rester uniquement sur mon petit soin là avec ma petite demi-heure. Donc je progresse un peu dans ça et j'en fais part à mes collègues, voilà. Les études d'infirmière commencent à avancer un petit peu aussi là-dedans, à se dire un patient, il n'a pas qu'une prothèse de hanche là maintenant tout de suite, mais il a d'autres choses à côté et on va essayer de l'aider sur tout ce qui peut y avoir à côté de cette prothèse de hanche, quoi.
Tout ce que tu as appris dans ces formations douleur et infirmière clinicienne, est-ce que tes collègues étaient réceptifs? Bah, pas beaucoup. J'ai beaucoup travaillé seule. Je faisais un peu de relaxation aux patients qui étaient anxieux. Je mettais de la musique. Je parlais beaucoup avec eux. Mais le reste de l'équipe était dans il faut aller vite, on a beaucoup de travail. Celui-là, il part au bloc. Celui-là, il va revenir du bloc. Donc non, quand j'étais en chirurgie, j'ai travaillé toute seule ma prise en charge de la douleur. Mais là où j'ai vraiment bien développé la prise en charge de la douleur, c'est quand je suis arrivée en pédiatrie. On va reparler dans un instant de ce parcours en pédiatrie. Mais avant, du coup, concernant ce refus, ou en tout cas ce manque d'intérêt d'autres personnes avec qui tu travaillais, comment tu l'expliques? En fait, c'est pas un manque d'intérêt, c'était qu'en fait, oui, si, ils voyaient peut-être pas l'intérêt. Et surtout, pour eux, à partir du moment où ils mettaient des antalgiques à un patient, voilà, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire et c'était peut-être une méconnaissance de ce qu'on peut faire en plus. Et puis les médecins, par contre, eux, c'était un peu, ils rigolaient un peu, quoi. Je me souviens d'une fois où j'avais un patient qui allait partir au bloc et qui était hyper anxieux, mais vraiment tachycarde et anxieux. Et je lui ai fait une séance de relaxation et un des médecins est entré à ce moment-là et il s'est foutu de ma gueule et je lui ai demandé de sortir. Et le patient est parti au bloc. Après, j'en ai reparlé avec ce médecin. Bon, lui, oui, bon, vous l'avez calmé, mais enfin, c'est tout. On aurait pu donner un anxiolytique, ça faisait le même effet. Voilà, c'est ça. En fait, tout le monde était dans une démarche où il faut travailler vite. On ne se pose pas, on ne prend pas le temps de se poser avec un patient. Les médecins, quand ils faisaient leur visite, ils allaient de chambre en chambre. Je ne vois pas dire qu'il y avait un top chrono, mais enfin, c'était quand même assez rapide. Et c'était à ce moment-là leur façon de travailler. Et l'équipe soignante, ça dépendait. Il y en a qui étaient un peu plus réceptifs, mais dans l'ensemble, c'était quand même... ils n'y voyaient pas vraiment l'intérêt, quoi, voilà. Donc eux, ils avaient l'impression que c'était superflu. Que c'était un plus, oui, c'est ça, qui n'était pas indispensable. Et aujourd'hui, on sait... Alors, je ne me rends pas bien compte à quel point ça a évolué... Ça fait pas si longtemps. De toute façon, ce que tu racontes là, c'était quoi, il y a 15 ans peut-être? Moi, oui, c'était il y a 15 ans. Effectivement, ça a bien évolué depuis. Et même dans le service de chirurgie où j'ai travaillé, ça a bien évolué, bien évidemment, et heureusement. D'ailleurs, il y a le plan douleur qui a été lancé par le gouvernement, par le ministère de la Santé. Les antalgiques se sont développés, les prises en charge non médicamenteuses se sont développées, que ce soit l'hypnose, que ce soit... tout ce qui est distraction, musicothérapie, la musique, tout ça, ça s'est développé par rapport à il y a 15 ans où c'était nouveau et où moi, peut-être, voilà, j'étais dans cet hôpital-là, une des premières à vouloir le lancer et où j'avais pas encore beaucoup de récepteurs, mais... Tu passais pour une hippie. Je sais pas pourquoi je passais, je m'en foutais un peu d'ailleurs, mais... Oui, moi j'étais vraiment dans la distraction et je détourne l'attention de mon patient de la douleur pour qu'il aille mieux, mais ça passait pas toujours très bien avec l'équipe médicale. Bon, voilà, c'est pas grave. Ce que j'allais te demander, c'est par rapport au temps que tu y passais, parce que j'imagine que, donc, comme tu dis, ça te prenait plus de temps. Et c'est pas quelque chose qui t'a été reproché Ça m'a pas été reproché parce que je m'arrangeais quand même pour faire tout ce que j'avais à faire. Et quand je faisais ça, c'était parce que j'avais un peu de temps ou ça m'arrivait de rester après mon temps de travail. Ça m'est arrivé quelques fois de rester après mon poste. Et là, on n'avait rien à me dire. Là, tu rattrapais sur ton temps perso, en fait. Tout à fait. Au lieu de partir à 3 heures, ça m'arrivait de partir à 4 heures moins le quart parce que je passais 3 quarts d'heure avec un patient pour le rassurer. Mais ça, c'était moi qui avais décidé ils n'avaient rien à me dire. Et à ce moment-là, j'étais en civil d'ailleurs, j'étais plus habillée dans ma tenue de travail. Mais je pense que les gens, oui, c'était un peu comme les médecines parallèles se sont développées à l'époque, il y a 15-20 ans, c'était quand même pas très courant, pas très accepté. Et alors, on va parler de la pédiatrie. Donc, c'était un service de pédiatrie orthopédique où tu étais ? Alors en fait, avant d'arriver en pédiatrie, une anesthésiste avec qui je travaillais beaucoup, et avec qui je travaillais sur la douleur d'ailleurs, à deux, on a essayé de faire changer un peu les choses. À un moment, m'a dit Blandine, il faut passer dans l'encadrement, parce que ce que vous ne pouvez pas faire là en tant qu'infirmière, en étant dans l'encadrement, vous aurez plus de pouvoir, entre guillemets, de changer les choses.
Moi, mon truc, c'était, je suis auprès du patient et qu'est-ce que je vais faire dans l'encadrement? Je vais me taper des réunions, des horaires, des plannings, des protocoles. Et puis finalement, j'ai fini par me dire, au fond, pourquoi pas? Et j'ai quand même été 4-5 ans cadre en chirurgie, enfin faisant fonction de cadre, puisque on ne m'accordait pas la formation cadre qui était payante. On ne voulait pas me la prendre en charge. Et donc, en chirurgie, là, ça a été très dur d'être cadre parce que, justement, on est le pion entre les chirurgiens, qui ne sont pas toujours, il faut le dire, très faciles, les anesthésistes, l'équipe, les familles, les patients, l'administration. On est seul face à tous ces gens-là. Et chaque fois qu'il y a un problème, c'est à nous que ça revient. Donc, oui, parfois, oui, bien sûr, on arrive à gérer les choses et parfois, c'est très difficile. Donc, ça a été quand même assez stressant. Et mon départ en pédiatrie, en fait, j'étais encore en formation parce que j'ai fait énormément de formations. Et une amie me dit, écoute, en pédiatrie, notre cadre, elle part en retraite, tu viendrais pas? Et je me disais, oui, mais là-bas, je vais être toute seule comme cadre. Est-ce que je vais y arriver? Puis après, je me suis dit, si celle qui est avant moi a réussi, je vois pas pourquoi je réussirais pas. Et je me suis dit, je vais être loin de tout ce tumulte du bloc, des chirurgiens, des anesthésistes, qui sont quand même c'est très hiérarchisé et c'est un pouvoir assez difficile à supporter. Et donc, je suis partie en pédiatrie où là, je me suis retrouvée quand même dans une bulle, déjà loin géographiquement et loin de tous ces chirurgiens anesthésistes, où là, j'ai travaillé uniquement avec un chef de service, avec l'équipe, bien évidemment, et juste ma cadre, ma chef. Toutes les initiatives que je voulais faire, je les soumettais au chef du service qui me laissait faire tout ce que je voulais. Et donc là, j'ai effectivement réussi à faire plein de projets, à les réaliser. Et c'était très satisfaisant parce qu'en chirurgie, je travaillais que dans l'urgence, parce qu'on n'avait pas le temps de rien. Alors que là, j'ai pu me poser et j'ai fini ma carrière là. Et franchement, j'ai réussi à faire tout ce que je n'arrivais pas à faire avant. Je me suis éclatée. Ça fait 2 fois là que tu cites, que tu utilises le mot pouvoir. Tu disais que tu voulais avoir le pouvoir de faire changer des choses, ouais. Et que c'est pour ça que tu devais devenir cadre. Et puis tu dis aussi que en chirurgie, c'est plutôt les chirurgiens qui avaient le pouvoir. Qu'est-ce que tu penses des relations de pouvoir dans l'hôpital? Grosse question. En fait, mon équipe idéale, ça serait, on est tous là, tous ensemble, avec un seul but, soigner le patient. On a tous nos compétences différentes et on travaille tous la main dans la main. Pour moi, dans une équipe, la dame qui fait le ménage est aussi importante que le médecin qui va faire ses prescriptions. Et malheureusement, dans beaucoup d'endroits, c'est pas du tout le cas. La phrase la pire qu'on m'a dit quand je suis arrivée dans cet hôpital, c'est de la part d'un anesthésiste qui, ça m'a marqué. C'était l'un des premiers jours où je suis arrivée travailler là. L'anesthésiste passait le soir voir tous ses patients. Et on allait de chambre en chambre, revoir les prescriptions, les injections, enfin bref. Et une fois, je lui ai posé une question pour qu'il m'explique la prescription qu'il venait de me faire, que je ne comprenais pas. Et il m'a dit, Madame, vous n'êtes pas ici pour penser avec un E, mais avec un A. Donc une infirmière fait des pansements, mais ne pense pas avec son cerveau. Et là, je crois que j'ai fait tomber mon stylo et ma feuille de température, puisqu'à l'époque, on faisait tout à la main. J'ai été scotchée, j'ai rien su répondre, et je me suis dit, mais où est-ce que je suis arrivée? Parce que, voilà, c'est dans l'humanitaire, on rencontre pas ça. Dans le soin à domicile, on rencontre pas ça. Mais quand on arrive à l'hôpital, on est confronté à ça, surtout il y a 30 ans. Bon, ça existe encore maintenant, mais je pense que les jeunes générations, quand même, changent un peu. Et je pense aussi que les infirmières ont changé. Elles sont moins soumises que nous, on a pu l'être. Nous, à l'école d'infirmière, on nous apprenait à être soumises. Donc voilà, pour moi, l'équipe idéale, c'est l'équipe où chacun a sa place. On est tous au même niveau, on se complète et on travaille tous dans le même but. Que le patient soit le mieux possible, retourne chez lui dans de bonnes conditions et voilà, c'est pas évident. Si on avait justement des relations plus horizontales comme ça, un management plus horizontal, qu'est-ce que ça permettrait de faire à ton avis? Qu'est-ce que ça changerait Ça permettrait déjà de l'innovation puisque c'est un peu en pédiatrie ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que on avait du matériel parfois qui nous convenait pas.
Et on en fait part à l'équipe qui gère le matériel. Souvent, c'est des ingénieurs biomédicaux. Et en fait, on nous amène un nouveau matériel qui existe en nous disant, bah voilà, vous le testez. Et en fait, au bout d'un certain temps, on finit par se rendre compte que le test, en fait, c'est pas un test. C'est, voilà, je vous le donne, je vous fais croire que vous le testez, mais de toute façon, il est déjà acheté, vous le garderez. Et donc ça m'horrifiait. Et bah, pour plusieurs choses, j'ai essayé d'améliorer. J'ai même été voir des équipes parisiennes pour voir si eux avaient du meilleur matériel que moi. Mon plus gros souci, quand j'ai été en pédiatrie, on faisait des plâtres de scoliose pour des enfants qui avaient des grosses scolioses et qu'il fallait freiner l'évolution avant parfois de les opérer ou de mettre un corset. Ce plâtre, il va quand même prendre comme un t-shirt, du haut en bas, même parfois il prenait le haut des cuisses. Et il faut que ce soit confortable. Et quand on réalisait ce plâtre, après il y avait une découpe à faire. Il faut savoir que ça pouvait arriver sur un enfant d'1 an comme sur un plus grand. Et cette scie à plâtre qui fait un bruit phénoménal, ça terrorisait les enfants et on passait 1 heure à faire une découpe qui aurait pu se faire en 10 minutes. Et l'enfant, il était terrorisé. Et le premier plâtre était dur, mais alors je ne vous dis pas les suivants. Donc j'ai contacté des fabricants de scie à plâtre en leur demandant d'améliorer le bruit, la vibration. En fait, on se demande si on est les seuls à demander ça parce que ils n'ont pas vraiment envie d'améliorer leur matériel, je ne sais pas. Je suis toujours tombée sur des commerciaux qui ne voyaient pas trop l'intérêt, je pense. Donc le projet, ça a été d'essayer de dévier ce bruit pour que l'enfant il se sente en sécurité quand on va lui découper son plâtre. Ça a été un des gros travaux que j'ai essayé de réaliser avec l'équipe, parce que toute l'équipe, du coup, en souffrait. Pas le médecin qui faisait le plâtre, parce qu'une fois que le plâtre était fait, il partait. Par contre, nous, par derrière, il fallait faire tous les ajustements du plâtre pour que l'enfant se sente bien. Et c'était très chronophage, et surtout, c'était terrorisant pour l'enfant et pour la maman qui assistait au plâtre. Donc voilà, on a essayé par des biais détournés de solutionner ça, mais... je pense que malheureusement, les gens qui fabriquent du matériel médical, je ne sais pas s'ils viennent le tester dans les hôpitaux, mais ça a été quelque chose qui m'a toujours énervée. Ça, on en avait discuté ensemble, on s'était dit qu'on pouvait peut-être essayer d'utiliser de la réalité virtuelle pour détourner l'attention des enfants. Déjà, quand on veut faire un projet, il faut trouver des sous. Et ça... Il n'y avait jamais d'argent disponible pour ce genre de projet. Donc j'étais devenue une chercheuse de fonds à essayer de trouver de l'argent par le biais de la Voix du Nord qui tous les ans donnait de l'argent, par le biais d'associations qui se proposaient de faire des projets et de nous amener de l'argent. Une fois, ça a été d'acheter un casque de réalité virtuelle pour essayer, pendant qu'on découpe le plâtre, amener l'enfant dans un jeu ou dans un film. Mais ça n'a pas fonctionné complètement parce que le bruit passait quand même. Les enfants, au bout d'un moment, ils sont plus concentrés sur le jeu ou sur le film. Après, on a fait appel à 2 jeunes designers qui sont venus travailler avec nous sur un autre projet de gouttière. Et qui ont pour ce plâtre eu l'idée de dire on va essayer d'intégrer ce plâtre dans une histoire. Et en fait, on a bâti avec eux et toute l'équipe, parce que toute l'équipe était prenante, une histoire où l'enfant arrivait à Callot, dans le service pour faire son plâtre, et qu'il allait partir dans l'espace. Le grand truc, c'était voilà, t'es arrivé, tu vas devoir aller dans l'espace, donc on va te faire un habit de cosmonaute. L'habit de cosmonaute, évidemment, c'est le plâtre. Mais l'habit de cosmonaute, il ne va pas tout de suite bien sur toi, donc il va falloir qu'on l'ajuste. Et pour ça, on va devoir le découper. Donc là, il y avait, dans la réalité virtuelle, des vidéos qui avaient rapport à ça. Et pendant tout le séjour, en fait, l'enfant aurait été acteur complet de son histoire dans l'espace. Jusqu'au dernier jour où ça y est, maintenant il peut aller dans l'espace puisqu'il a son habit de cosmonaute qui est bien intégré et qu'il a son diplôme et qu'il a regardé toutes les vidéos qu'il fallait, qu'il est allé dans la chambre spéciale espace. Et on avait avec ces 2 jeunes et toute l'équipe
inventé ce scénario pour que l'enfant, en fait, vienne faire un jeu virtuel dans le service. Il y a même eu un créaton au sein de notre hôpital et c'est notre équipe qui a gagné le premier prix. Et justement, le fait de gagner, on avait quelqu'un qui nous aidait à réaliser notre projet. Sauf que le projet, il n'a jamais abouti, faute de moyens, faute de temps de l'équipe. Moi, après, j'ai quitté. Le problème, voilà, quand on fait un projet, c'est qu'il faut des aides extérieures, que ce soit des aides financières, des aides informatiques. Le service informatique, quand je leur demandais de l'aide, ils n'étaient jamais disponibles. Quelqu'un qui chapeaute le projet, parce que moi je le chapeautais, mais j'ai aussi tout mon travail à côté et ça me prenait beaucoup de temps. C'est passionnant d'essayer de créer des projets de distraction pour l'enfant et des projets pour améliorer son bien-être à l'hôpital, mais je dirais qu'on était en manque de moyens humains et matériels et financiers. Pourtant, on pourrait se dire que ça influence l'attractivité de l'hôpital, par exemple. Sachant que c'est un hôpital qui est aussi assez connu, de pouvoir dire on a des services autour de l'expérience patient, ça pourrait aussi jouer, non ? Oui, moi je pense que la direction, ou alors c'est moi qui ne savais pas les convaincre, j'en sais rien, mais... C'était pas prioritaire. Non, c'était pas une priorité. Mais il y a eu d'autres projets que tu as fait qui ont abouti. Moi, je me rappelle notamment du projet... de trombinoscope à l'entrée du service. Tu peux nous raconter celui-là ? Oui, en fait, quand je suis arrivée dans ce service, c'était un service d'enfants, où il y avait quelques peintures au mur et quelques décos. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien, c'est faux. Mais je trouvais que c'était triste. Et une des premières choses que j'ai fait, c'était d'essayer de rénover les pièces et de les repeindre et de changer les meubles en mettant des meubles de couleur. Et donc, on a refait l'infirmerie, on a refait la salle de soins. Et à ce moment-là, j'ai eu un budget par la Voie du Nord et j'ai voulu redécorer toutes les chambres et redécorer l'infirmerie, la salle de soins. On s'est d'abord penché sur des stickers, mais les stickers qui sont vendus sur le net ou sont pas assez costauds pour aller sur le papier peint qu'on avait dans nos chambres là, et les stickers ne collaient pas. Et j'ai fini par trouver une graphiste par le biais de connaissances qui habitait la région et qui m'a dessiné tous les stickers et qui les a fait imprimer chez un imprimeur de la région. Et là, on a redécoré le service et toutes les chambres. En fait, on a fait participer les enfants en demandant un thème par chambre. On a redécoré la salle de soins, l'infirmerie. Et tous ces stickers, surtout dans la salle de soins et l'infirmerie, étaient dans le bien-être et pour faire oublier le soin, en fait. On a démarré comme ça. C'était quoi les thèmes des chambres, par exemple ? Alors, les thèmes des chambres, il y a eu la chambre phoque, puisque à Berck, il y a des phoques. Et, donc, il y a une chambre phoque, il y a une chambre clown, il y a une chambre nature, il y a... je sais plus, il y a une chambre piou-piou, c'était des petits poussins. Enfin, voilà, tous les enfants avaient donné des idées et tous les thèmes étaient repris par cette graphiste. Et on a redécoré, je crois, 15 chambres, une salle de soins, une infirmerie. L'année suivante, j'ai refait, avec l'équipe et les financements que j'avais, on a refait la salle à manger, le réfectoire. Pareil, qui était avec des tables et des chaises qui étaient tristes. On a tout repeint, on a acheté des tables et des chaises de couleur, des tables à hauteur variable, parce qu'on a des enfants en fauteuil roulant. Ensuite, on a participé à un concours, puisqu'on allait tous les ans à un congrès douleur pédiatrique. Il y avait un concours où on pouvait faire un trombinoscope à l'entrée du service. Donc, toujours avec cette graphiste et l'équipe, on a essayé d'inventer un trombinoscope et on trouvait ça génial parce qu'en fait, on l'a mis à l'entrée du service. On y a mis tout le personnel, les prénoms et les noms et la photo surtout. Et quand l'enfant arrivait dans le service, la première chose qu'il voyait, c'était toute l'équipe. Et ça lui permettait de montrer à ses parents, à ses visiteurs, tiens, tu vois la photo là, c'est mon kiné, ah, ça c'est l'infirmière qui s'occupe de moi, ça c'est l'infirmière de nuit. Voilà, ça a été un gros travail. Après, c'était un travail de le tenir à jour parce que, évidemment, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent. Donc le trombinoscope, on n'a pas gagné ce fameux concours, mais on l'a participé et c'était très sympa.
Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, un des gros soucis qu'on avait, nos enfants avaient des problèmes de luxation de hanches, entre autres. Et ce sont des enfants qu'on met en traction avec des poids au bout des jambes pour tracter la hanche. Donc ces enfants-là restent allongés, sont allongés sur des gouttières. Une gouttière, c'est un brancard un peu amélioré, mais qui permet d'aller en kiné, en brancard, pour pas pousser un lit en fait, d'aller à l'école, puisqu'on avait une école dans le service, d'aller à l'animation, et même d'aller en ville, puisqu'il faut pas oublier qu'on est en bord de mer, et quand il faisait beau, on sortait les enfants. Mais nos gouttières vieillissaient, elles avaient plus de 100 ans. C'était difficile de les faire rénover. J'ai essayé et on m'en a fait une et c'était hors de prix et la direction n'était pas d'accord de les rénover. Donc là, c'est un gros projet aussi avec le chef de service et toute l'équipe de se dire, on va essayer de trouver une gouttière plus confortable, plus connectée, qui aura plus d'options, de travailler là-dessus et pourquoi pas de la commercialiser plus tard et que ça puisse servir à d'autres services. Et donc là, on a fait un immense travail avec 2 jeunes qui sont venus d'une école de design, qui sont venus passer du temps avec nous. Et on a interrogé des parents, les soignants, les enfants. Les 2 jeunes les ont suivis à tous les endroits où la gouttière pouvait aller, que ce soit en salle à manger, en salle de soins, en salle de kiné, dehors. Et tout doucement, ils nous ont pondu une gouttière qui avait multifonctions qu'on n'avait même pas, nous, pu envisager. Et cette gouttière a été soumise à un constructeur qui nous a fait des retours en nous demandant des choses pour que ce soit certifié aux normes ISO, je ne sais plus quoi. Donc tout ça, on l'a fait. On a fait un énorme travail avec le chef du service. Et puis, on n'en a plus entendu parler. Alors, est-ce que cette gouttière n'était pas rentable pour ce fabricant? Est-ce qu'il pensait qu'il n'en vendrait pas suffisamment et que du coup, il ne l'a pas commercialisé? Ça n'a pas vu le jour. Ça a été un super travail. On a travaillé toute l'équipe ensemble à essayer de trouver la gouttière optimale pour ses enfants et leurs parents. Donc oui, effectivement, ils avaient inventé tout un système, même pour faire nos soins, nous, pour monter des bandages jusque la hanche de l'enfant. Ils avaient inventé un système où on faisait du vide en dessous de la hanche de l'enfant pour pouvoir passer la bande, alors que nous, on les portait. Donc ils avaient aussi bien pensé au bien-être du soignant quand il faisait ses soins, à l'enfant qui va à l'école et qui a besoin d'un pupitre pour travailler. Ils avaient fait un pupitre intégré. Il y avait en dessous de quoi mettre les affaires. Oui, c'était vraiment... ils avaient tenu compte de tout ce que pouvait demander un usager de la gouttière, que ce soit le parent, l'enfant ou le professionnel. Je pense qu'elle aurait pu servir à d'autres services de pédiatrie de toute façon. Après, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été commercialisé jusqu'au bout, mais ça a été un beau projet. Et ça, c'était, on ne fabrique que des brancards. Les brancards ne nous conviennent pas. Personne ne refabrique ces gouttières, mais on va essayer de l'inventer nous-mêmes. Ce qu'on a fait, mais on n'a pas été jusqu'au bout, malheureusement. La démarche qu'avaient adopté ces designers, la démarche de design, c'est ce qu'on prône avec l'hôpital. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est la première fois que j'en avais entendu parler, de dire on passe du temps, on suit les gens, on regarde ce qui fonctionne pas, on les interroge, mais surtout on les regarde, et il y a des choses auxquelles ils n'auraient même pas pensé, mais comme ces 2 jeunes étaient extérieurs, ils ont vu énormément de choses, et puis on se base vraiment là-dessus pour réfléchir après et faire quelque chose qui est exactement en adéquation avec les besoins. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment les étapes du design thinking, ce qui est nous notre spécialité chez l'hôpital. Et il y a toute cette question de comment on passe du design thinking au design doing, comment on concrétise après, comment on produit. C'est aussi un peu l'objet de l'épisode avec Claire Fauchy, qui a monté un Fab Lab dans un hôpital. C'est des réflexions, je pense, sur lesquelles il faut qu'on se rassemble, qu'on réfléchisse tous ensemble. Tout à fait. À très nombreux, parce que c'est des sujets qui peuvent avoir un impact vraiment très fort. Mais j'insiste sur le fait que l'impact de cette gouttière, par exemple, je pense qu'il n'est pas plus fort que l'impact du trombinoscope.
et qu'il y a des actions technologiques et d'autres qui ne le sont pas, mais que derrière, dans le vécu... le trombinoscope, moi, ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce que j'étais venue faire la vidéo avec toi pour postuler. C'était Sparadrap, non, je crois. C'était Sparadrap qui faisait un concours sur les trombinoscopes. C'est ça. Et j'avais un peu discuté du coup avec des soignants qui passaient par là, qui disaient je suis quand même contente parce que on me voit. Il y avait aussi une forme de reconnaissance. Sur le trombinoscope, j'avais mis tout le monde, que ce soit les secrétaires, les dames qui faisaient le ménage, la brancardière. Tout le monde, toute l'équipe était présente. Et il n'y avait pas de hiérarchie sur le trombinoscope. On était tous là. Voilà. Et ça, chacun avait eu sa place sur le trombinoscope. Donc c'est vrai que... Oui, toutes les photos étaient de la même taille. Il y avait tous les prénoms. Et je pense que rien que ça, symboliquement, la photo de toute l'équipe à l'entrée du service et tout le monde est visible et reconnu. Déjà, rien que ça, je pense que ça a eu beaucoup d'impact sur ton équipe. Et après... du point de vue des parents aussi qui disaient voilà, maintenant je sais qui prend en charge mon enfant parce qu'ils viennent un coup de temps en temps, ils voient peut-être le médecin mais ils connaissent pas toutes les autres personnes. Je pense que c'est aussi très rassurant de se dire il y a toutes ces personnes qui sont disponibles pour mon enfant. Et l'impact de ce genre d'action est probablement très sous-estimé aussi, je pense. Après, si on veut rajouter autre chose, je pense que c'est par rapport à la prise en charge de la douleur en pédiatrie. Où là, je me suis trouvée face à une équipe très demandeuse parce que c'est très dur d'entendre un enfant pleurer quand on fait un soin. Un pédiatre en fin de carrière, mais très demandeur aussi. Et en fait, toute l'équipe s'est formée à l'hypnose et on a développé les soins sous hypnose. On en a fait énormément. D'ailleurs, l'équipe continue. Que ce soit en hypnose, la toute première chose qu'on a fait, c'était d'acheter une tablette. Sur lequel on a mis des jeux. On a commencé nos soins avec des jeux. L'enfant avait sa tablette en main et du coup pensait moins à ce qui se passait sur son pied ou sur sa hanche. Et puis tout doucement on s'est mis à l'hypnose. Une partie de l'équipe s'est formée. Pas seulement les infirmières, et des kinés se sont formés, des auxiliaires puéricultrices se sont formées. Et on a fait de plus en plus de soins sous hypnose. Et ça a été révolutionnaire parce que avec un enfant, c'est très très facile de l'emmener dans son endroit favori, puisque de toute façon, il y a un petit questionnaire avant, un petit entretien avant avec l'enfant pour est-ce que tu aimes le foot? Est-ce que tu veux qu'on aille jouer au foot? Ou est-ce que tu aimes la forêt? Est-ce que tu veux faire du vélo? Et aussi rassurer le parent, parce que malheureusement, quand on dit le mot hypnose, eux, ils voient Mesmer et toutes les choses spectaculaires qui peuvent être faites à la télé. Donc, des fois, on n'utilisait même pas le mot hypnose. On disait que c'était de la relaxation et de la conversation. Mais en fait, on a quand même fait des mini-actes chirurgicaux dans notre service sous hypnose. Et ça, c'est quelque chose de... je suis très fière que l'hypnose soit arrivée dans le service. Ça serait peut-être arrivé après, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça a révolutionné la prise en charge des soins. Et je pense que l'équipe était du coup... travailler dans de meilleures conditions. On n'entendait plus hurler des enfants de soins ou des enfants qui ne voulaient pas leur faire leurs soins parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir mal. On a bien intégré la place des parents dans le soin. On leur donnait un rôle. Quand le parent accompagnait un enfant dans le soin, il avait un rôle à jouer et non pas seulement regarder. Et tout ça a vraiment bien travaillé. Et là, j'ai pu appliquer tout ce que j'avais vu et appris dans mes formations douleur. Et ça, c'est pareil, c'est un vrai plaisir d'avoir quitté ce service en me disant je suis restée 5 ans, mais j'ai quand même vu beaucoup de choses évoluer, chose que j'avais pas beaucoup réussi en chirurgie parce que c'était pas le même cadre. Et là, je suis tombée vraiment sur une équipe qui avait envie que les choses changent, et un chef de service aussi très à l'écoute, un pédiatre très à l'écoute. Et voilà, tout le monde y a mis du sien pour que... les soins se fassent dans de bonnes conditions, et ça a été un vrai bonheur. C'est marrant parce que là aussi, tu utilises beaucoup le mot changer, faire changer les choses. Je crois que tu as dû le dire au moins 4-5 fois depuis qu'on a démarré. Et pourtant, quand je t'ai dit maman, viens, on va enregistrer un podcast transformateur, tu me dis mais moi, j'ai rien transformé, moi, j'ai rien à raconter. T'as pas l'impression quand même que t'as fait des petites transformations et que c'est la somme de toutes ces petites transformations qui feront que l'hôpital de demain, il sera différent? Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Oui, c'est en le disant qu'on s'en rend compte, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de transformateurs et de transformatrices qui s'ignorent. Oui.
qui peut-être en t'écoutant se diront ouais, c'est vrai que moi j'ai fait ci, j'ai fait ça et c'est vrai qu'en fait ça compte. Bien sûr. Et puis ça compte aussi parce que c'est des choses qui inspirent. C'est pour ça aussi que je voulais faire ce podcast, c'est que les gens pourront peut-être se dire mais moi aussi je pourrais faire ça. Ah bah tiens, l'hypnose, je vais aller voir comment on fait, peut-être que je pourrais faire la même chose dans mon service ou dans mes soins à domicile. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance aussi juste de l'histoire qu'on raconte, du parcours de qui on est en fait, et de le partager, parce que d'autres personnes vont peut-être suivre la trajectoire. Oui, c'est sûr. Je sais pas, en réfléchissant à tout ce que tu as dit là, t'as pas un peu l'impression que je suis ta trajectoire? Bah si, je le sais. Et j'en suis très contente. Il y a pas mal d'autres gens qui vont suivre encore, je pense. En tout cas, on se rend compte qu'on est de plus en plus nombreux à essayer de faire advenir cette vision du soin. Qui, tu disais tout à l'heure, un soin qui est global, qui est aussi basé sur du relationnel. Et je pense que c'était ça à la base le cœur de métier des soignants et que ça devrait peut-être le redevenir. Oui, je pense qu'effectivement, avec tout ce qui est de l'expérience patient et de ces patients experts là qui commencent aussi à se faire entendre, on va arriver à ça tout doucement, effectivement. Mais on a trop longtemps négligé la vie du patient. On lui faisait des actes et des thérapeutiques presque sans son accord parce que on ne la formait pas assez et il faisait toute confiance. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup attiré d'un patient ou d'un soignant, ne serait-ce que pour des conditions de travail ou pour du matériel. Oui, les choses évoluent, heureusement, tant mieux. Tant mieux. Bon. Eh ben... Ah non, attends, j'ai pas fini, parce que normalement j'ai 2 questions à la fin. Mon dernière question, c'est est-ce que tu as une devise? Ou est-ce qu'il y a une phrase qui t'inspire, quelque chose que tu te répètes de temps en temps pour te réénergiser? Bon, plutôt que tu te répétais de temps en temps, puisque maintenant t'es à la retraite et t'en as peut-être plus besoin, mais... Moi, c'était... Ce qui était primordial chez moi, c'était l'équipe. Donc, il y a quelque chose qui dit ensemble, on fait plus, ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses à seul on va plus vite, ensemble on va plus loin? Oui, par exemple. Oui, c'est un peu l'esprit, oui. Bon, et ma toute dernière question en général, c'est qui est la prochaine personne que nous devrions inviter dans ce podcast? Alors moi, dans ma démarche, j'ai beaucoup été inspirée par tous ces gens qui travaillent, Sparadrap et tous ces gens qui travaillent sur la douleur de l'enfant. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui fait énormément de choses et qui travaille à l'hôpital de Calais. Je ne sais pas son nom, c'est une dame, c'est l'association Ludo 62. J'ai même vu récemment qu'il y a un cheval qui rentre dans certains services pour apaiser les patients. C'est une équipe, cette association, qui fait des choses très novatrices. C'est eux qui ont lancé les petites voitures pour aller au bloc. Et d'ailleurs, nous, on en a eu une aussi. Et je pense qu'elle est très novatrice, cette dame. Elle est venue une fois dans le service nous amener des peignoirs pour que l'enfant ne parte pas au bloc en blouse de bloc, mais en peignoir, qu'il gardera après. Quand il y avait la Coupe de France, elle nous amenait du matériel pour décorer le service et pour que les enfants puissent regarder la Coupe de France à la télé. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très, très imaginative et qui fait plein de choses. Donc je ne sais pas son nom, mais je sais que c'est l'association Ludo 62 à Calais, à l'hôpital de Calais. Bon, on fera une petite enquête, je pense qu'on arrivera à la retrouver. Bon, et ben, merci maman d'avoir accepté que j'enregistre ce podcast. De rien, c'est avec plaisir. Surtout, merci d'être très inspirante et de m'avoir transmis des valeurs qui me sont très très chères aujourd'hui. J'en suis très contente. Tu m'autorises à le publier alors? Oui.